Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce premier sommet 4.0 digital. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier, je m'appelle Emmanuelle Perret, je travaille pour l'UMM de l'Ain sur les questions de développement industriel et d'innovation. Je suis également co-titulaire de la chaire Transformation 4.0 détenue par Grenoble INP Génie industriel et par l'UMM de l'Ain, chaire créatrice de ce sommet. Cette chaire a pour objectif d'accélérer la transformation 4.0 des industries et d'intégrer dans les formations les défis du 4.0. J'ai le plaisir, avec Fabien Mangione, donc enseignant-chercheur à Grenoble INP et co-titulaire de la chaire Transformation 4.0, de vous accompagner tout au long de ce sommet qui a débuté hier et se poursuit jusqu'à vendredi. Ce sommet s'articule autour de 5 webinaires qui vise à débattre sur l'industrie 4.0 et les impacts de la crise et à questionner la pertinence de l'industrie 4.0 dans les crises économiques et sanitaires que nous vivons. Comme je l'expliquais hier, lorsque nous avons travaillé sur ce sommet, il y a quelques mois avec l'équipe, Marie-Hélène, Daniel, Fabien, Julien et Philippe, à la sortie de la première vague, nous étions loin d'imaginer à quel point ce thème serait d'actualité aujourd'hui et à quel point il nous paraît encore plus important de partager, de débattre maintenant sur les leviers du 4.0 en cette période. Hier a donc eu lieu la première session. Plusieurs points ont été abordés. Déjà des points d'encouragement par la ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher et Philippe Darmaillan, donc des encouragements adressés aux industriels pour poursuivre leur développement et leur dynamique d'innovation. Le rôle des plus gros donneurs d'ordre dans cette transformation 4.0, le Lean comme préalable du 4.0, ou bien encore la manière d'engager le 4.0. Nous sommes aujourd'hui donc à la deuxième session intitulée « Quelles évolutions dans les métiers, quels impacts humains ?» Nous avons décidé de traiter le volet humain car nous pensons que l'industrie 4.0 peut être un véritable facteur d'inclusion et un levier pour l'emploi, comme l'a mentionné Madame la ministre Agnès Pannier-Runacher hier. Dans le cadre de nos échanges avec le CEA, particulièrement avec Frédéric Amblard, nous avons pointé l'impact de l'accélération de l'innovation sur les femmes et les hommes. 31% des salariés se sentent dépassés par la technologie et 42% des emplois des entreprises présentent un risque d'obsolescence des compétences d'ici 3 ans. Aussi, les industries doivent intégrer ce point pour rester compétitives. Elles doivent voir comment à la fois gérer la problématique du quotidien de la relance de l'outil de production dans un contexte de crise sanitaire, comment acculturer les salariés à cette accélération de l'innovation, comment préparer le personnel, également comment adapter les organisations aux transformations en cours et qui vont accélérer. Pour en débattre, Éric David, professeur à l'EM Lyon et Centrale Supélec, dressera avec nous un tableau de l'évolution des métiers et de l'impact en termes de compétences. Ce tableau sera complété par une vue opérationnelle proposée par Isabelle Lemel, VP Recherche et Développement chez Medtronic, leader mondial des technologies, solutions et services médicaux. Cela nous permettra d'avoir un aperçu du 4.0 dans le secteur de la santé. Isabelle a également tenu à revenir sur le rôle du manager, clé de voûte de cette transformation 4.0. Valérie Rocky, chef de projet Industrie du futur chez Grenoble INP, abordera quant à elle les nouvelles solutions d'apprentissage qui s'offrent à nous pour améliorer les compétences de nos collaborateurs. Petit rappel pratique, nous sommes ensemble jusqu'à 18 h. Pour les interventions, nous diffuserons donc des préenregistrements, puis des échanges en direct pourront avoir lieu. Vous pouvez poser vos questions via le chat pendant les films ou pendant les sessions en direct. Avant tout, je vous propose d'ouvrir cette deuxième session avec Françoise Diard, chef de service emploi à l'UMM et responsable de l'Observatoire de la métallurgie. Cet observatoire est paritaire et a pour mission d'éclairer les partenaires sociaux, les entreprises et les acteurs concernés sur l'évolution des métiers et des qualifications de l'industrie métallurgique, les pratiques et tendances constatées en matière de recrutement et de mobilité, les évolutions de l'emploi et les besoins en compétences. Françoise nous propose donc d'introduire le sujet des hommes en détaillant les 4 grands défis auxquels les acteurs doivent se préparer pour en saisir toutes les opportunités.
Le secteur de la métallurgie dans l'industrie connaît et a connu plusieurs crises. Et depuis 2010, nous avons d'ailleurs signé un accord de branche qui a été à nouveau actualisé en 2016, puis en 2019, et il est toujours actif en ce moment, qui présente les choses pour se faire comprendre avec 4 grands impacts, enjeux ou impacts, qui donnent une sorte de clé de lecture pour comprendre mieux comment se situe l'industrie, comment elle avance, comment elle est justement impactée par un certain nombre d'événements externes ou internes, et aussi comment le salarié dans cette mouvance peut évoluer, comment il peut faire son chemin, comment il développe ses compétences, quels sont les métiers qui bougent, ceux qui mutent, ceux qui disparaissent, etc. Je vais vous expliquer un petit peu de manière générale ces 4 grands défis qui pourront peut-être d'ailleurs avec la crise Covid et qui vont être visités, mais qui pourront même peut-être être complétés par de nouveaux défis qu'on n'a peut-être pas encore complètement identifiés. Le premier de ces défis, évidemment, dans nos industries, c'est celui de l'innovation technologique. On a coutume de dire que tout prend du temps, mais le temps technologique parfois s'accélère. C'est le cas, on en parlera sans doute dans ce sommet de l'intelligence artificielle. Et le défi technologique, c'est tout ce qui va concerner aujourd'hui, et encore plus sans doute demain, la transition numérique. On est vraiment en plein dedans, la robotisation. On en parle beaucoup post-Covid aussi, on parle même d'univers robotisé plus que de robots seuls. Toutes les innovations liées aux nouveaux procédés, aux nouveaux matériaux. On sait que dans les matériaux composites, on a des matériaux extrêmement légers, on a même du lin, donc composite aujourd'hui. On travaille sur tout ce qui va être allègement de matière, allègement de structure, pour dépenser bien sûr moins d'énergie. Et ces développements continuent. La fabrication additive est un exemple. C'est pas encore complètement répandu. Tout le monde ne connaît pas la fabrication additive ou impression 3D, en tout cas pour la fabrication additive acier. Et pour autant, c'est une technologie qui vient petit à petit s'inscrire dans la fabrication d'un certain nombre de produits, pas de partout, mais d'un certain nombre, et qui suppose derrière, là aussi, si on revient à l'homme, des évolutions de sa compétence, des formations, et une nouvelle organisation du travail aussi localement, là où la fabrication additive, par exemple, peut se développer en interaction avec d'autres personnes au sein d'un atelier d'usinage. On parle aussi, dans toutes ces innovations technologiques, de tout ce qui est évolution en matière de conception R&D, et très certainement cette famille va être impactée post-Covid, on le voit bien, puisqu'on a un repositionnement de certaines chaînes de valeur, de produits. Le trafic aérien s'étant complètement écroulé là, il n'est plus, à l'heure où je vous parle, qu'à 50% environ, donc il y a moins de vols, il y a moins de trafic, donc il y a moins de gens qui voyagent, et forcément il y a des avions au sol, et la question est, quel est l'avion de demain? L'A380 malheureusement s'arrête, grande capacité de passagers, vers quel type d'avion va-t-on aller, quel est le nouveau modèle, tout ça est dans les bureaux R&D aujourd'hui. Et dans toutes ces familles, on a le développement aussi de la réalité virtuelle augmentée, de tests et de labos, dans lequel on peut simuler, par exemple, le centre de réalité virtuelle augmentée à Saint-Nazaire, par exemple, permet à une personne qui veut se tester pour aller réparer des éoliennes en mer, d'être mis dans une sorte de cube en 3D immersif, dans lequel il va ressentir le vent, les éléments, les bruits, les agitations même en hauteur, et le vertige éventuellement, pour quand même faire son intervention, ou en tout cas tester s'il est à même de faire son intervention. Donc ce sont des outils qu'on n'avait pas avant, qui sont prodigieusement puissants, qui changent la manière de travailler.
et qui apporte forcément un plus si on accompagne les personnes. On parle aussi d'usines virtuelles, de jumeaux numériques, donc toute une application de l'intelligence artificielle, d'une digitalisation qui traverse petit à petit l'ensemble de notre tissu industriel. Alors avec chacun à son chemin, c'est-à-dire que chacun est à une ou des étapes de ce processus, c'est pas instantané dans toutes les entreprises évidemment. Le deuxième grand défi, c'est l'évolution démographique. Alors, il y a 10 ans, pour l'accord de branche GPEC où ce défi a été décrit, nous étions au pic des baby-boomers, c'est-à-dire d'une pyramide des âges élevée dans la métallurgie, avec trop peu de personnes entrantes, c'est-à-dire trop peu de jeunes en fait. Et l'effort a été fait depuis plusieurs années, il se cristallise encore plus aujourd'hui, même si le Covid a ralenti ça, avec l'intégration d'alternants, de personnes en alternance, de jeunes, pour rééquilibrer les pyramides des âges dans les entreprises, les intégrer aussi, tout en bénéficiant et en conservant, dans la plupart des cas, le bénéfice d'avoir des personnes d'expérience qui ont des compétences dans le temps, qu'elles peuvent continuer de mettre au service des entreprises. Et vous noterez au passage que je n'ai pas utilisé le terme de senior, on verra peut-être pourquoi. Donc, que nous pose ce défi et cet enjeu démographique aujourd'hui? On le voit dès lors qu'on passe une annonce ou qu'une entreprise a besoin de passer une annonce. On va parler de soft skills, on va parler de compétences douces, on va parler de comportement au travail, on va parler de certains types de personnalités ou de réactions au travail. Ça veut dire que forcément la société change, les générations changent et on a pu avoir cette difficulté avec peut-être l'intégration de nouvelles, alors je ne dis pas chaîne de valeur chez les personnes, mais en tout cas nouvelles valeurs chez les personnes effectivement. Donc c'est à prendre en compte, et puisque ces personnes sont aussi des consommateurs avec des nouvelles exigences, des nouveaux besoins sociétaux, et on va le voir avec même le défi de l'écologie et du développement durable. Aujourd'hui, on veut du Made in France, et là c'est très post-Covid. Est-ce que ça va être durable? On va le voir, on verra dans le temps. On veut des produits pour soi, customisés, avec des livraisons rapides. On veut un petit peu tout de suite quand même. On veut des produits aussi qui soient moins consommateurs, justement d'énergie. Mais là, ce sont les attentes sociétales. L'industrie fabrique les produits dont on a besoin. Et tout ce qui va économiser l'eau, l'énergie, l'électricité, aura sans doute plus de succès, entre guillemets, qu'un produit consommateur, évidemment, dès lors que c'est connu des clients. Donc ça développe tout ce qui est lié aussi à l'éco-procédé, et là aussi on revient à la R&D, puisque c'est dès la conception du produit, tout le monde a entendu parler, je pense aujourd'hui, de l'économie circulaire, que ces solutions-là sont pensées à l'avance. Le troisième grand défi, c'est forcément, et là le Covid le montre nettement, la globalisation de l'économie. 17 mars, tout s'est arrêté, ou presque, en tout cas chez nous, la branche de la métallurgie a subi ça de plein fouet, et ça questionne ce qui était déjà un questionnement, mais le degré de sous-traitance peut-être était très très élevé. On avait déjà eu quelques ruptures d'approvisionnement sur certaines pièces de produits de moteur dans certains secteurs. Là, on se pose la question, quid des relocalisations d'approvisionnement de pièces ou d'activités? Il faut réfléchir à de nouvelles politiques d'achat, très certainement, entre bien sûr donneurs d'ordre dans les filières. Réfléchir au fait que toute cette technologie nous apporte à la fois, quand on parle de supply chain management, nous apporte énormément de réponses à la customisation, au besoin d'avoir des produits rapidement livrés dans les temps et qui s'adaptent à mon propre besoin. Mais tout ça, ça suppose que derrière, il y ait des hommes et des femmes qui puissent anticiper ces besoins, les commander, les livrer, et on réfléchit forcément
sur tout ce qui est lié à l'agilité, au lean manufacturing, à la reconfiguration des chaînes de valeur, aux écosystèmes, au rôle des territoires aussi. Et l'enjeu sera d'intégrer le bon niveau de réflexion en fait, où se situe l'impact clé dans chacune des filières de ces chaînes de valeur. Le dernier défi n'est pas le moindre, surtout que peut-être il peut remonter en haut de la pile post-Covid, c'est celui de l'écologie et du développement durable. À noter que dans la métallurgie, ce concept n'était pas du tout étranger puisqu'on le travaillait déjà et qu'il était déjà intégré largement aux évolutions de nos produits. On a beaucoup parlé récemment, juste avant le Covid, pour le domaine de l'automobile, de l'ère post-diesel. Bien sûr, c'est un premier pas avec la lutte contre le CO2. Aujourd'hui, l'impact de la crise sanitaire porte la réflexion sur les circuits courts, les circuits locaux, sur la transition énergétique directement, sur la décarbonation, un point dont on parlait peu ou très peu il y a même quelques mois. La gestion de nos déchets, la gestion des déchets, le recyclage aussi complet, même si on peut se targuer en France d'avoir 50% d'acier recyclé, on sait bien qu'on ne recycle pas tout et que la mine de surface qui consiste à réutiliser des pièces, des produits, des matériaux dans des produits usagés est chère, est encore très chère comme la décarbonation d'ailleurs. Et pour autant, le défi, c'est la raréfaction de certaines ressources, de certaines énergies, raréfaction ou parfois captation par certains pays, donc il y a un côté bien sûr géopolitique à tout ça, derrière tout ça. Et puis il y a les choix qu'on peut faire au niveau bien sûr européen, en écho avec les évolutions et les marchés au niveau mondial, puisque c'est en lien aussi avec la globalisation de l'économie. C'est-à-dire quel choix de motorisation par exemple pour l'automobile et pour tout ce qui bouge entre guillemets. On parlait essentiellement d'électrique et d'hybride au moment de la crise post-diesel. Donc on était en 2018-2019. Aujourd'hui, on remet le sujet de l'hydrogène sur le haut de la pile. On remet le sujet de fabrication de batteries sur le territoire, puisqu'on prend conscience plus vite aussi, avec la pression aussi sociétale, mais aussi les coûts, de ce qui peut se passer si on est trop dépendant d'une autre puissance économique peut-être plus en avance ou plus forte que nous. Ensuite, dans ce défi-là, on a tout ce qui est lié au flux des transports. Bien sûr, il y a la notion de dernier kilomètre. Et puis, les industriels sont aussi confrontés à la masse normative. Donc nous, notre rôle en tant que branche, il est bien sûr d'accompagner et d'aider les entreprises à se développer, tout en restant bien sûr dans la conformité, mais en alertant parfois aussi sur le fait que les normes sont lourdes à digérer pour les PME, surtout dans un contexte où en plus elles doivent gérer en même temps cette crise Covid au niveau de l'accueil des personnes et du travail en sécurité des salariés. Nous avons donc au niveau de la branche et des équipes paritaires du groupe technique observation de la métallurgie, donc l'observatoire, pris la décision de commander une étude un petit peu conséquente qui puisse nous permettre de rebalayer l'ensemble de ces 4 défis et peut-être d'en isoler d'autres ou d'en voir d'autres, et cela par rapport à nos secteurs. Donc quand je parle des secteurs aéronautique, ferroviaire, naval, énergie, électronique, aérospatiale, défense, etc. pour qu'on puisse bien déterminer la notion de criticité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va falloir qu'on voit rapidement là par rapport à l'évolution de ces filières et l'impact Covid, qui ait un impact sur la personne. Puisqu'on sait très bien que si, et là je prends une toute petite maille, si nous ne fabriquons plus en France de cartes électroniques par exemple,
nous allons perdre un savoir-faire qui va nous bloquer, y compris en R&D ou pour des essais. Or, cette possibilité existe parce qu'elle est corrélée aussi au système de formation. C'est-à-dire qu'on le voit, tout est maillé. Il y a une évolution technique, technologique, etc. Il y a un changement et une évolution dans les compétences, dans les métiers, donc dans les formations initiales, donc dans les formations continues, voire jusqu'au système donc, de certification. La certification, que ce soit par un diplôme, un titre, un CQPM dans la métallurgie, un CQPI dans l'interindustrie, est un moyen de garantir une compétence pour une entreprise. Encore faut-il avoir identifié de quelles compétences on a besoin. Donc, cette étude démarre. D'ailleurs, si dans la salle des entreprises veulent être associées, nous les accueillons volontiers. Nous allons travailler avec la société Le BIP BDO, puisque nous avons besoin de définir la criticité et de la confronter au point de vue, bien sûr, des industriels et des personnes. Est-ce que nous avons des maillons faibles dans notre chaîne de valeur et lesquels, et dans quel secteur? En fonction de la santé de nos entreprises, quelle adaptation pouvons-nous faire? Comment accompagner les entreprises et à quel niveau? Risque-t-on d'avoir une non-maîtrise d'une technologie X ou Y? Le risque donc existe en électronique, il existe en fonderie aussi. Et derrière, notre ambition, c'est de mesurer l'impact. Impact sur l'emploi, impact sur les métiers, impact sur les compétences. Nous suivons depuis plusieurs années tout ce qui relève de l'analyse des métiers en tension, puisqu'on sait très bien que la difficulté première des entreprises, elle est sur l'adéquation difficile parfois de certains profils, ou la pénurie de certains candidats à des métiers, la maintenance, la conduite de ligne, la conduite de machine, le chargé d'affaires, le technico-commercial, ou des compétences spécifiques difficiles à trouver. Donc, quelles sont les passerelles possibles? Quels sont ces métiers en tension sur lesquels on doit faire un effort particulier en associant bien sûr l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et tout notre système de formation? Quelles sont les préconisations? Quels sont les enjeux qui devront nous animer? Et pour ça, nous allons travailler donc avec chacun des secteurs, chacune des filières, le plus possible aussi proche des régions, puisque l'emploi est local. L'entreprise, elle vit son cœur bat dans un territoire, dans un bassin. Elle n'est pas toute seule comme ça, isolée. Et pour émettre des recommandations qui seront présentées et les résultats sont attendus premier semestre 2021, même plus près de la fin du premier trimestre 2021, nous le souhaitons, de manière à davantage accompagner nos entreprises. Merci. Merci Françoise pour cette intervention. Donc n'hésitez pas, comme Françoise l'a mentionné pendant la vidéo, à vous manifester si vous souhaitez contribuer à cette étude. En tout cas, nous attendions les résultats avec impatience et ferons l'objet, certains, d'un atelier de partage avec vous tous. Stéphanie Pernaut-Baudon, donc vice-présidente du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, déléguée à la formation professionnelle, à l'apprentissage et au sport, nous a rejoints. Donc, au nom de toute l'équipe et des représentants de Grenoble INP, Génie industriel et de l'UMM de l'Ain, je la remercie du soutien qu'elle nous témoigne par sa présence en direct. Je vous propose de lui céder la parole sans transition. Merci beaucoup. D'abord, c'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Je pense que là, on est complètement dans le thème de l'emploi et de la formation sur ce que je viens d'entendre en tout cas. Je voulais vous donner 3 informations. D'abord, vous dire que, évidemment, depuis 2015, quand on a été élu, on a essayé de rationaliser nos dispositifs de formation. Alors, ça peut parfois penser pour être un gros mot, mais ça n'en est pas un. L'idée qu'on a eue, c'était de se dire, en région Auvergne-Rhône-Alpes, et notamment dans les métiers de la métallurgie, on a des emplois aujourd'hui qui existent, qui vous permettent d'ailleurs d'avoir une carrière professionnelle. Et ça, c'est des mots qu'on n'utilise pas forcément quand on est en formation initiale. Et dans ces emplois en région Auvergne-Rhône-Alpes, on a une grande difficulté à recruter et à avoir des personnes qui s'engagent dans ces filières. Donc, on a essayé de mettre en place avec les différents secteurs d'activité
des dispositifs de formation qui sont des dispositifs de formation adaptés à la demande des entreprises et non pas qui répondent uniquement, on va dire, à des standards, et puis qui soient flexibles et agiles, si je peux le dire comme ça, flexibles par rapport aux opportunités territoriales. Et c'est ce que disait tout à l'heure Madame Diard, une entreprise, elle vit dans un territoire, donc vous ne fonctionnez pas de la même façon si vous êtes dans la métropole de Lyon ou dans le département de l'Ain, par exemple. Et puis une agilité, c'est-à-dire une capacité à réfléchir sur nos pratiques et à se dire elles sont bonnes, elles sont moins bonnes, elles sont adaptées, elles ne le sont pas, et les voir évoluer en fait tout au long des dispositifs de formation qui sont développés. Donc ce travail, on l'a fait, évidemment avec la métallurgie. C'est beaucoup plus simple, si je peux le dire comme ça, qu'avec d'autres secteurs d'activité parce que vous êtes très bien organisé, vous avez un observatoire, vous fonctionnez très bien, j'allais dire en réseau, ce qui n'est pas le cas dans d'autres secteurs. Donc, on a des vraies disparités en région sur les secteurs d'activité. En tout cas, en ce qui concerne la métallurgie, on a essayé de travailler sur trois secteurs en particulier. Je le disais, l'adaptation de nos formations professionnelles, notamment. Ensuite, le soutien à la filière de l'apprentissage, parce que là aussi, on a de très beaux établissements et c'est des établissements dans certains secteurs peinaient à recruter. La question qui s'était posée était de savoir pour quelles raisons. Ça ne tenait pas forcément qu'au secteur d'activité, ça tenait à l'internat, par exemple. Si vous étiez en milieu rural, un centre d'apprentissage qui n'a pas d'internat, il a une possibilité de recrutement qui est réduite. Ça tenait aussi à la publicité qui pouvait être faite sur les métiers qui étaient au sein de ce centre de formation. Donc, on a mis en place, jusqu'à la perte de compétences, des dispositifs d'investissement et de soutien au centre de formation pour qu'ils puissent montrer finalement qui ils sont et ce qu'ils font tout au long de l'année. Et puis, on a travaillé évidemment avec la branche pour travailler sur les métiers de demain, à la fois leur évolution et puis la capacité que nous avons, nous, collectivités, à nous adapter à l'évolution des secteurs d'activité. C'est parfois pas très simple parce qu'on a des objectifs qui peuvent se diverger. Ensuite, nous, on a un temps politique qui n'est pas forcément le temps de l'entreprise. Tout ça, c'est l'occasion de dialogue, évidemment, qu'on entretient avec vous et pour lesquels on essaye de faire coller finalement les dispositifs régionaux, pour le coup, à la réalité de ce qu'est la métallurgie en région. J'insiste vraiment sur l'agilité. Nous, avec le recul qu'on peut avoir, qui est de 4 ans, on a aujourd'hui une capacité à répondre à des demandes très précises, très individuelles, dans des territoires complètement différents, avec des dispositifs qui permettent d'encadrer, j'allais dire, tous les publics formés. Donc aujourd'hui, quand on met en place un dispositif de formation dans des métiers de la métallurgie, on ne se pose plus la question, en tout cas nous, régions, de qui va financer finalement le parcours ou pas, parce qu'on a des collaborations qui sont aujourd'hui scellées avec tous les opérateurs de la formation en région. Je citerai évidemment Pôle emploi, Transition Pro s'il s'agit de salariés. De la même façon, on a aussi Cap Emploi ou l'AGFIP sur les personnes en situation de handicap. Donc aujourd'hui, le sujet pour nous n'est plus comment on finance les formations, mais il est plutôt comment on l'adapte le mieux possible pour faire un peu du cousu humain, pour répondre à une exigence évidemment de filière et aussi aux difficultés ou non, aux opportunités territoriales qui peuvent exister dans les différents départements de la région. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé avec vous et qu'on souhaite encore travailler. C'est pour ça que ça m'intéressait évidemment. Et je vous en remercie de participer aujourd'hui précisément sur ce webinaire qui va traiter des emplois de demain dans vos métiers. Merci Stéphanie de votre présence à nos côtés. Je profite également de ce temps pour indiquer que se déroule également donc en parallèle de ce sommet du 16 au 30 novembre un salon en ligne des métiers dans l'industrie. Vous pouvez profiter des services d'accompagnement proposés par l'UMM de l'Ain et des nouvelles modalités de recrutement. Je vous propose de poursuivre désormais en passant en revue les impacts du 4.0 sur les métiers avec Éric David, professeur à l'EM Lyon et Centrale Supélec, ainsi que Isabelle Lemel de Medtronic, acteur de la santé, qui a accepté de partager avec nous son analyse sur le sujet. Il nous semblait important de pouvoir illustrer concrètement
ce thème par un témoignage industriel. Découvrons donc ensemble ces 2 vidéos. Bonjour, je m'appelle Eric David, je suis professeur à l'EM Lyon où j'enseigne les opérations industrielles et plus particulièrement tout ce qui touche à la robotique et au numérique. Et dans ma vie, j'ai été directeur industriel dans plusieurs industries. Je me retrouve donc en terrain connu. Alors j'aimerais aujourd'hui très brièvement faire un petit point avec vous sur les nouveaux métiers dont on a besoin pour passer à l'industrie 4.0 et plus précisément pour entrer dans des détails pratiques. Comment on fait pour former le personnel qui est en place et intégrer des nouveaux venus. Je voudrais aborder juste 3 points pour que le sujet reste compréhensible. Le premier point, c'est quels sont les métiers concernés, de quel métier parle-t-on? Parce que le problème, c'est qu'il y a un arbre qui cache la forêt, on se dit, ah, il va falloir des roboticiens, il va falloir des informaticiens, mais en fait, derrière tout ça, qui est d'ailleurs pas forcément indispensable partout, on oublie beaucoup d'autres choses qui seront beaucoup plus pratiques et beaucoup plus utiles. Deuxième point, c'est d'aborder ce qu'on appelle depuis déjà un certain temps, même si l'expression n'est pas des plus modernes, la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. C'est-à-dire se demander comment le personnel en place va évoluer, s'il y a des métiers qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître, est-ce qu'on garde les anciens, on les mute, on les forme, est-ce qu'on a besoin de faire rentrer des nouveaux? Bref, une espèce de gestion. Il faut pas tomber dans la il faut pas tomber dans la bureaucratie et dans le souhait de faire des tableaux dans tous les sens, mais on a besoin d'avoir une vision d'ensemble de l'évolution de tous les collaborateurs. Et puis, troisième et dernier point, c'est très pratico-pratique, c'est que quand on est une très grosse entreprise, on peut se permettre d'avoir des spécialistes d'un peu tout à temps plein. Mais quand on est une entreprise de taille moyenne ou petite, on a souvent besoin de gens assez pointus, mais en même temps, on n'a pas de quoi les occuper à temps plein et aussi, on n'a pas forcément de quoi les payer à temps plein, c'est pas forcément justifié. Donc, réfléchir un petit peu à des pistes qui permettent de lever ces 2 incertitudes. Alors, premier sujet, les métiers qui sont concernés, c'est quoi? J'ai dit que on risquait, parce qu'on est fasciné par l'aspect technique de la chose, de penser tout de suite, ah, on va avoir des robots, des machines automatiques, des capteurs, des écrans, etc. On se dit, il va falloir des spécialistes techniques de ça. Bien entendu, ça peut pas faire de mal, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? C'est-à-dire qu'on va pas soi-même créer le système, on va pas soi-même le paramétrer, on va pas soi-même le réparer quand il est en panne. Fondamentalement, on va faire appel à des intégrateurs. Quand on achète du matériel, il est censé être installé correctement par des professionnels. Et puis après, avec une hotline et avec un bon service après-vente, une maintenance correctement contractualisée, logiquement, on ne devrait pas avoir à faire ça tout seul. Alors, on peut évidemment, quand on n'a jamais pratiqué, quand on n'a jamais utilisé ce genre de choses, je pense en particulier aux robots, on peut se dire, ah oui, mais il va quand même falloir les programmer. En fait, on a des interfaces qui sont de plus en plus conviviales et souvent, on échange des fichiers dans lesquels les formats de sortie de ce qu'on a conçu sont directement compréhensibles par les machines qui vont les utiliser pour produire. Donc, je dis pas que c'est pas indispensable, mais je dis que c'est contrairement à l'intuition qu'on pourrait avoir, c'est pas forcément le premier réflexe qu'on doit avoir, d'embaucher des informaticiens, des roboticiens, des automaticiens, etc. Ça, on le fera, mais dans un deuxième temps, quand on maîtrisera la situation, quand on aura déverminé, qu'on aura déjà utilisé le matériel et qu'on saura si on veut aller plus loin, si on a vraiment besoin, oui ou non, de ces spécialistes. Je fais quand même une remarque sur les informaticiens. On a tous des informaticiens dans nos entreprises et évidemment, on a besoin d'avoir des informaticiens qui, eux, ont les connaissances à jour. Donc, il est nécessaire, disons fortement souhaitable, que les informaticiens qu'on a dans notre service informatique soient à l'aise, je vais dire pas tant avec les fondamentaux informatiques, mais avec le côté pratique. Je vous donne juste 1 ou 2 exemples. Si on commence à mettre des capteurs un petit peu partout, et Dieu sait si on va en mettre partout dans les machines, on appelle ça des objets connectés ou pas, peu importe le terme, mais le fait qu'on ait des machines qui contiennent elles-mêmes de plus en plus de capteurs, d'instrumentation, pour employer un terme technique, ça veut dire que derrière, on va pouvoir faire du suivi en temps réel, appelons ça du big data si on veut les grands mots,
c'est-à-dire des calculs en temps réel, un petit peu comme on fait du Six Sigma, c'est-à-dire on fait du suivi statistique, de l'analyse de variance. Je ne peux pas rentrer dans ces détails mathématiques, mais ça permet de voir si les machines fonctionnent correctement, ça permet de traiter des questions de maintenance, ça permet aussi de traiter des questions de qualité de la production. On va donc avoir besoin au service informatique de gens qui maîtrisent très bien l'informatique industrielle, en particulier l'instrumentation, puisqu'on va mettre de plus en plus de capteurs. Un autre petit exemple, c'est si dans un entrepôt, on a des magasiniers qui utilisent de la réalité augmentée pour faire du picking, vous savez, pour aller dans les stocks et pour prendre sur une étagère, puis sur une autre, etc., en fonction d'une liste de colisage pour préparer une expédition. Il va évidemment falloir connecter tout un tas de périphériques qui vont être tous ces petits matériels portables. On peut faire ça sur des smartphones, il y a des lunettes, il y a tout un tas de solutions techniques, mais il va falloir des gens capables de connecter tous ces objets. À mon avis, la question de fond, c'est pas d'avoir des gens capables de programmer dans des langages de programmation pour utiliser des réseaux de neurones. Ça, c'est réservé à des spécialistes et c'est pas notre problème. Notre vrai problème, ça va être au contraire de connecter tout un tas d'applications, de petits objets, de petits périphériques. Et ça, il faudra bien être capable de le faire dans l'entreprise, de débrancher, rebrancher, modifier, déplacer, rajouter des choses, en enlever, etc. Alors, je rentre dans les autres métiers. Ce qu'on aurait peut-être tendance à oublier. En fait, je citerai en premier les utilisateurs. Parce que c'est comme si on disait, voilà, imaginez qu'on est en 1910, hein, on vient d'inventer les camions et on dit, ah, maintenant, on va pouvoir faire les livraisons avec des camions, on vient d'inventer les camions. Alors, notre première réaction, c'est de dire, on va embaucher des ingénieurs pour construire les camions et des techniciens pour réparer les camions. Mais non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il va falloir apprendre aux gens à conduire pour faire les livraisons avec les camions. En fait, je sais que ma petite métaphore, elle est un peu simplette, mais on comprend bien que le problème, c'est pas de former des hyper spécialistes, c'est de former dans notre entreprise tout un tas de gens qui font tout un tas d'autres métiers, mais dont une partie, un pourcentage de leur activité, un pourcentage de leur temps, va devoir être consacré à l'utilisation de ces techniques-là, parce que petit à petit, ça va changer leur manière de travailler. Au fond, techniquement, former ces personnes, c'est pas très compliqué, parce qu'on va pas aller très loin dans la technicité. Mais il va falloir surtout les amener à passer de l'ancien système au nouveau. Alors, sans tomber dans les clichés de gestion du changement et de résistance au changement, on sait bien que c'est jamais facile. C'est jamais facile de changer les habitudes. Donc, la formation, elle sera nécessaire, mais la partie technique de la formation, c'est probablement 10 ou 15% du problème. Et 80, 85 ou 90% du problème, c'est avant, ils travaillaient d'une certaine manière et maintenant, ils vont travailler autrement. Les gens qui font de la maintenance et qui vont utiliser des capteurs, ils vont plus travailler comme avant. Ceux qui sont commandes, je reprends les deux exemples que j'avais avant, ils vont plus travailler comme avant. Et puis, pour prendre des trucs plus numériques, plus dématérialisés, imaginez les gens à la qualité qui vont devoir traiter de la traçabilité. Ah oui, mais si la traçabilité, ça vient de systèmes de géolocalisation, de puces RFID qui sont embarquées dans des containers, etc., ils vont avoir des données dont ils n'ont pas l'habitude, ils vont peut-être avoir à traiter les problèmes différemment de la manière dont ils les traitaient avant. Autre exemple, pour des commerciaux qui ont besoin de faire des prévisions, s'ils ont des données sur des évolutions économiques ou tout simplement des évolutions de transport, des évolutions sur leurs clients, etc., qui rentrent en ligne de compte dans leurs prévisions, il va falloir qu'ils s'habituent à utiliser ce genre de données et sans continuer à faire comme ils le faisaient avant. Et pour autant, sans se jeter à corps perdu dans une rupture qui risque de se révéler une bêtise. Donc, amener les utilisateurs, qui sont des gens qui, a priori, ne sont pas du tout des spécialistes, les amener à utiliser, à mon avis, c'est là qu'il va y avoir le gros de la formation. Après, pour rentrer dans des métiers un peu plus spécialisés, vous aurez toujours besoin de chefs de projet. Appelez ça chef de projet, intégrateur, peu importe le nom. Vous aurez besoin de gens qui, à un moment donné, vous disent, tiens, on fait un projet dans l'entrepôt, on fait un projet sur les quais de déchargement, on fait un projet au labo, on fait un projet à la qualité, on fait un projet à la maintenance, on fait un projet sur la ligne de production numéro 3, on aura toujours besoin de quelqu'un qui est le chef de projet. Et un chef de projet doit comprendre ce qu'il met en place, ce qu'il ou elle met en place. Donc, on aura besoin de chefs de projet, qui sont en fait, un chef de projet, c'est pas quelqu'un qui fait ça toute sa vie à temps plein. C'est quelqu'un qui, de temps à autre, se retrouve chargé d'un projet, mais qui peut avoir tout autre profil et tout autre métier en temps ordinaire. On aura besoin de former, j'insiste beaucoup, des spécialistes de cybersécurité. Parce que tous ces systèmes sont interconnectés. Interconnectés, ça veut dire que ça communique avec les clients et les fournisseurs. Donc, on aura de plus en plus de risques d'intrusion
pas seulement des intrusions directes de gens criminels qui veulent rentrer dans votre entreprise, mais de gens qui vont rentrer par l'intermédiaire de votre client, de votre transporteur ou de votre fournisseur. Et on aura donc besoin de pare-feu, de défense en profondeur, de systèmes d'alerte, etc. Et donc ça sera très très utile. Plus on utilise l'industrie 4.0 et plus on est vulnérable de ce point de vue-là. Les métiers non techniques de vente, enfin les métiers non techniques, je veux dire en électronique et informatique, les gens qui font de la vente, ils vont devoir absolument s'habituer à utiliser des systèmes connectés avec les clients. Je ne vais pas en faire toute la liste, elle serait très longue, et de manière tout à fait symétrique, quand on a des acheteurs, les acheteurs vont devoir acheter du matériel, acheter des services informatiques, des données, etc. Ces gens-là ne pourront faire correctement leur travail que si on a aussi pensé à eux en leur expliquant comment ça fonctionne pour qu'ils sachent comment acheter. Alors, je ne veux pas aller beaucoup plus loin, on aura le temps d'y revenir pendant les questions. Je voudrais passer au deuxième point très rapidement. La gestion prévisionnelle de l'emploi des compétences, c'est évidemment d'identifier les métiers futurs, en tout cas comment quantitativement certains métiers vont être en décroissance, d'autres en croissance. Et la grosse question qui est derrière, c'est pas ça. La grosse question, c'est comment fait-on avec le personnel actuel pour, par des formations et des mutations, arriver à suivre l'évolution. Parce que sinon, le risque, c'est de se dire, on va embaucher des nouveaux. Mais le problème d'embaucher des nouveaux, en dehors de la question de combien ça coûte, bien sûr, qui est quand même le nerf de la guerre, la question d'embaucher des nouveaux, c'est aussi une manière de ne pas traiter le problème des collaborateurs qui sont déjà dans l'entreprise. C'est donc une manière de repousser le problème à plus tard en disant au bout d'un certain temps, tiens, on a mis des jeunes à la place des vieux et maintenant, qu'est-ce qu'on fait des vieux? C'est évidemment quelque chose de très gênant en termes de culture d'entreprise parce que faire rentrer des gens de l'extérieur, c'est très utile pour mettre du sang neuf, mais à partir d'un certain moment, on passe un effet de seuil et on déséquilibre la culture interne à la maison. Donc, on a besoin de faire ce tableau prévisionnel de l'évolution des métiers, mais on a besoin surtout, une fois qu'on a fait ce tableau, de se demander comment on bouge les collaborateurs qui sont déjà dans la maison. Ça n'est que dans un deuxième temps et dans les cas où on n'a pas de solution interne qu'on va chercher à l'extérieur. Sinon, on va semer un désordre invraisemblable. Et puis, troisième et dernier point, comment bénéficier de spécialistes? Parce qu'on a besoin de spécialistes quand même, il ne faut pas se leurrer. Même si j'ai dit au début, c'est l'arbre qui cache la forêt, un jour, on en aura besoin de ces gens-là. Mais alors, la question, c'est est-ce qu'on a besoin d'eux à temps plein, sachant quand même que leurs salaires, aujourd'hui, sont élevés puisqu'ils sont rares sur le marché. Ils ne sont pas faciles à embaucher. Et peut-être d'ailleurs pas faciles à attirer. Il y a peut-être une question de marque employeur. Vous savez, quand on parle de marque employeur, ça veut dire est-ce que moi, en tant que marque, en tant qu'entreprise, je suis attractif, un peu comme si je voulais me vendre à des gens qui viendraient travailler chez moi. Alors, à mon avis, quand on est en dessous d'un certain seuil de taille, il faut pas vouloir s'entêter à avoir des spécialistes de tout. On n'a pas les moyens de les occuper et on n'a pas les moyens de les payer. Du coup, les solutions, c'est quoi? Les solutions auxquelles il faudrait réfléchir. À mon avis, il y en a 4. La première, c'est la polyvalence. On a besoin de gens qui sont capables de faire plusieurs métiers. Ça, on a l'habitude dans les PME. Ensuite, il faut des salariés à temps partiel et ou multi-employeurs. C'est-à-dire des gens qui travaillent chez vous, mais ils ne travaillent pas que chez vous. Ils viennent chez vous la moitié du temps, le tiers du temps. Pas non plus 3% du temps, sinon ça servira à rien. Mais ils peuvent travailler pour 2 ou éventuellement 3 employeurs. C'est un mode de travail qui, depuis une dizaine d'années à peu près, se développe, et c'est très sérieux. On peut tomber sur d'excellents candidats qui fonctionnent comme ça. Il ne faut pas avoir d'idées préconçues en disant que ce sont des gens qui sont peut-être moins stables. Non, c'est pas vrai. Ce ne sont pas des gens moins stables. Ce sont des gens qui sont même capables de jongler un petit peu plus avec 2 entreprises, 2 employeurs ou 3 employeurs. On peut aussi avoir des freelances en mission, c'est-à-dire que quand on a besoin d'un renfort pendant quelques mois, on prend quelqu'un pour une durée temporaire. Il ne faut pas confondre la précarité de certaines personnes qui ont des difficultés de fin de mois, ce qui est un problème dramatique sociétal tout à fait indépendant de notre problème, et le fait qu'à un moment donné, on a besoin d'un renfort expert, de spécialiste sur quelque chose. Le risque qu'on pourrait avoir, c'est de faire sans arrêt appel à des consultants. Je ne me permettrai pas de porter un jugement sur le bien fondé de faire appel à des consultants, mais je veux dire, ça peut pas être la solution unique. Il faut peut-être de temps en temps être capable d'intégrer pour quelques mois un chef de projet venu de l'extérieur qui va réaliser un projet, une installation, etc. Et puis, dernier point, et ça sera pas ma conclusion, mais un petit appel à l'ouverture, peut-être serait-il possible, à l'intérieur de l'UIMM, de mutualiser un certain nombre
n'ont pas de métier. C'est pas l'UIMM qui va employer des gens et ensuite les envoyer dans les différentes entreprises. Mais peut-être que l'UIMM est un bon réceptacle, un bon hébergeur pour des discussions entre entreprises membres qui pourraient mutualiser un certain nombre de personnels. On peut aujourd'hui faire du prêt de personnel si on respecte les conditions de droit du travail strictement, pas commettre d'impair. On peut se prêter du personnel d'une entreprise à l'autre, et du personnel expert, à mon avis, rentre parfaitement dans ce genre de catégorie. Voilà. Je ne serai pas plus long, et s'il y a des questions, évidemment, on les traitera un petit peu plus tard pendant la session de questions-réponses. Bonjour à tous, je m'appelle Isabelle Lemel, je suis VP Recherche et Développement chez Medtronic sur notre site de Trévoux, qui comprend à la fois une entité production et une entité recherche et développement de nouveaux produits. Alors Medtronic, pour vous donner un petit peu une vue de départ, c'est le leader mondial du dispositif médical. Donc évidemment, travaillant dans la santé, la crise, la pandémie actuelle crée une résonance particulière chez nous. Nous avons des médecins dans notre organisation et de ce fait, un certain nombre de précautions ont été prises chez Medtronic qui sont peut-être particulières par rapport à d'autres entités industrielles. Toujours est-il que chez nous, toutes les personnes qui peuvent télétravailler sont en télétravail, et ce depuis le 16 mars en France. Donc en ce qui me concerne, eh bien, vous le voyez éventuellement à mon environnement, je travaille depuis chez moi depuis le 16 mars. Seules les équipes de production ou les techniciens de recherche et développement qui doivent venir sur site parce qu'ils doivent avoir accès aux équipements sont autorisés à être effectivement en travail présentiel. Que la crise Covid a créé aussi dans le domaine de la santé, en tout cas de l'industrie de la santé, c'est un fonctionnement à deux vitesses, en ce sens que on a donné une énorme priorité à tous les équipements d'urgence, soit pour traiter bien évidemment les maladies qui demandent une intervention en urgence, mais aussi pour traiter les malades du Covid. Donc, si je vous donne un exemple, les respirateurs, les ventilateurs ont connu un boom, on a dû tripler, voire quadrupler notre production en quelques semaines. Et à l'inverse, les produits de santé qui sont moins urgents ont connu à chaque période de confinement un ralentissement de la demande, puisque certaines chirurgies sont reprogrammées à une date ultérieure. Du coup, on fait face en termes d'environnement dans le domaine de la santé à des dualités complètes entre les personnes qui sont sur site engagées mais se sentent en même temps peut-être plus à risque de contracter la maladie ou d'être infectées par le virus, et des personnes qui travaillent en distanciel et se sentent potentiellement moins engagées dans ce qui se passe vraiment sur le site en termes opérationnels. Alors évidemment, cette présentation fait partie du sommet 4.0. Donc si on regarde, dans le domaine de la santé également ce que crée l'accession à ces technologies, du numérique et du coup à des données auxquelles on n'avait pas accès jusque-là, c'est un formidable vivier d'opportunités. Alors je vais vous donner, un exemple qui me paraît particulièrement parlant, mais si dans le futur, on avait la possibilité de simuler l'humain, on pourrait du coup simuler en même temps les médicaments, l'application des médicaments, l'application des traitements, et du coup pouvoir décider bien en amont des dépenses de développement de ces médicaments qui sont considérables, imaginer et s'assurer de quel serait le meilleur traitement et du coup quel médicament on va développer plutôt qu'un autre. Bien évidemment, pour pouvoir mettre ça en place, il faut l'anticiper parce que simuler l'humain, ce serait quelque chose, enfin c'est un effort qui est déjà en cours pour un certain nombre de compagnies du domaine, mais qui demande un effort considérable en termes de modélisation. Et évidemment, la modélisation aujourd'hui, elle se fait à partir de données cliniques, donc il faut préparer tout cela très en amont.
En tout cas, comme l'a décrit Monsieur David dans sa présentation, ça change les métiers auxquels on est confronté, puisque la modélisation, la simulation, jusqu'à présent, étaient peu présentes dans les métiers de développement du dispositif médical. Et ce sont des métiers qui s'invitent de plus en plus à la table des grandes décisions stratégiques de l'entreprise, en particulier parce que, comme je l'ai dit, ce sont des opportunités, mais ça représente aussi une menace de compétitivité de la part des autres acteurs qui peuvent d'ailleurs venir du domaine du numérique pur au départ, plutôt que du domaine de la santé de façon directe. Ces deux grands types d'enjeux, à la fois la crise Covid et les opportunités du numérique auxquelles nous sommes confrontés actuellement, moi, ça m'invite à m'interroger sur le métier du manager en particulier. Alors, un petit peu d'étymologie. Le manager, ça vient du latin manus, agere, donc conduire à la main. Le manager, au départ, il a en charge la gestion d'une équipe, en termes opérationnels, bien sûr, et aussi, plus ou moins souvent en fonction de son niveau dans la hiérarchie managériale, mais malgré tout, la gestion stratégique ou le fait d'envisager la stratégie pour le futur. Alors évidemment, là, tout de suite, le manager, il est un petit peu écartelé avec des difficultés auxquelles jusqu'à présent il n'a pas vraiment, ou des enjeux plus exactement auxquels il n'a pas vraiment été préparé. Il doit gérer aujourd'hui des rythmes de travail différents entre les personnes qui sont sur site, les personnes qui ne sont pas sur site, avec des engagements différents et avec une difficulté en termes humains à pouvoir communiquer, en particulier sur toute la communication humaine et informelle par rapport à une situation où on avait l'habitude de croiser les collaborateurs en permanence sur notre lieu de travail. Il doit aussi gérer des changements parfois brutaux. Le confinement mois de mars, voilà, il a été brutal pour tout le monde et donc la gestion du changement devient une compétence importante pour le manager avec la gestion d'un niveau d'incertitude qui est sans précédent. Aujourd'hui, il n'a pas de moyen de prédire ce qui va se passer demain, dans la mesure où faire face à une pandémie comme celle à laquelle on est confronté aujourd'hui, on n'a pas l'historique qui nous permet de prédire de quoi demain sera fait. Par rapport à l'évolution stratégique des enjeux numériques, là aussi, on est sur la gestion de nouveaux métiers dont il n'est pas spécialiste, donc il n'a pas nécessairement la légitimité technique par rapport à ces métiers-là. Par contre, il a absolument besoin de comprendre stratégiquement en quoi ces opportunités-là vont pouvoir apporter des choses à son équipe, à son domaine, et en quoi il faut qu'il se prépare à gérer à la fois les compétences, mais aussi le devenir des produits dans un nouvel environnement. Vous l'aurez compris, nouveaux métiers, nouvel environnement de travail, nouveaux enjeux, beaucoup d'incertitudes et beaucoup de changements. Le manager du XXe siècle, il est plus pertinent dans notre monde d'aujourd'hui. Il doit se remettre en question de façon profonde. Il doit devenir un leader capable de communiquer une vision stratégique et un sens au travail, à l'existence de son équipe. Et il doit devenir aussi un coach vis-à-vis de son équipe pour garder l'engagement de l'équipe au sein de l'organisation, créer une organisation apprenante, ce qui par ailleurs, de toute façon, lui permet aussi de se préparer à manager les plus jeunes générations qui demandent vraiment un sens à leur activité professionnelle, beaucoup plus que ça n'était le cas pour nos travailleurs du XXe siècle par le passé. Je vous remercie de votre attention et puis je suis disponible pour vos questions. Voilà donc les deux vidéos de Eric David, donc professeur à l'EM Lyon, et Isabelle Lemel, donc VP R&D donc chez Medtronic.
Je vois que nous avons une question dans les commentaires. Peut-être au préalable, je me permets d'ouvrir une parenthèse pour rebondir sur le fait que l'UMM de l'Ain a mis en place un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, donc qui permet le partage des ressources et qu'il existe également, comme ça a été mentionné dans les commentaires, possibilité de mettre en œuvre le prêt de main-d'œuvre via le job board de l'UMM. Voilà. Alors, sans attendre, je rebondis tout de suite sur la question, donc qui s'adresse à Isabelle sur comment Medtronic voit l'après-Covid. Donc, j'imagine, notamment dans ces sujets de management et dans ces sujets entre distanciel et présentiel. Merci pour la question. C'est une très bonne question. Alors, on le voit alors, en ce qui concerne l'après-Covid en termes distanciel, présentiel, on le voit de façon très progressive. Medtronic a pour l'ensemble de ses sites dans le monde entier déterminé différentes étapes de retour sur site en fonction des données épidémiologiques de la zone où se trouvent les différents sites et prévoit qu'on ne pourra tous revenir en présentiel sur l'ensemble des sites Medtronic que quand il y aura un vaccin qui aura prouvé sa fiabilité et que tous les employés Medtronic auront pu bénéficier de ce vaccin. Donc, comme vous l'imaginez, ça ne va pas être pour tout de suite. Voilà, quand je dis ça va être très progressif, ça va être vraiment très progressif. L'après-Covid en termes du marché de la santé, on s'attend à revenir à quelque chose de plus équilibré par rapport à la situation que je décrivais dans ma vidéo entre les produits urgents, les produits qui le sont moins. Néanmoins, aujourd'hui, ce qu'on a pu constater d'ores et déjà pendant la période où on n'a plus de confinement en Europe, en tout cas pendant la période estivale, c'est que le retour ne se fait pas de façon immédiate, le retour à la normale. Et donc, on a une courbe qui reprend, mais avec évidemment un temps de latence avant de pouvoir revenir à quelque chose de plus équilibré. Voilà, on a intégré ça à nos prévisions pour le futur. Merci Isabelle. Donc après ce panorama concernant les défis humains et les compétences nécessaires au 4.0, il était logique de se poser la question de la production de ces compétences. Valérie Rocky, donc chef de projet Industrie du futur au sein de Grenoble INP, nous propose un point des projets initiés dans le domaine de la formation et notamment du mix learning. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je m'appelle Valérie Rocky, je suis chargée de mission Industrie du futur à Grenoble INP et je vais vous présenter aujourd'hui une réflexion autour du travail, donc à l'ère du 4.0 en Industrie du futur et plus particulièrement sur la question des métiers, des compétences et de la formation pour cette industrie du futur. Avant de commencer cette webconférence, je voudrais remercier donc l'UMM de l'Ain et en particulier Emmanuel Perret, ainsi que Daniel Brissot de l'école Génie industriel, de m'avoir invité à ce sommet 4.0 de la chaire UMM. L'industrie demain. En quelques mots, puisque je pense que vous connaissez maintenant bien le sujet, mais je voudrais quand même rappeler quelques points essentiels. Le World Manufacturing Forum nous décrit 6 grandes tendances de l'industrie à l'horizon 2030. Premièrement, on aura donc des chaînes de valeur plus résilientes face à des risques mondialisés. On aura également des produits et des services plus personnalisés, des systèmes de production plus économes en ressources et en énergie, également plus flexibles, innovants et soutenables, avec des conditions de travail plus inclusives, assistées par les technologies numériques, et enfin des usines intelligentes
au croisement de l'intelligence artificielle et de l'hyperconnectivité. Donc, toutes ces évolutions vont avoir un impact très, très important sur le travail. En particulier donc sur les métiers traditionnels de l'industrie, j'ai illustré par la famille maintenance, qui vont être impactés par un usage de données, un usage des data de plus en plus poussé. Ces nouveaux métiers requièrent bien sûr de nouvelles compétences associées au numérique et à l'intelligence artificielle. Nous y reviendrons dans les slides suivants. Et enfin, de nouvelles approches pédagogiques pour former les opérateurs et les ingénieurs de demain. On regarde maintenant plus précisément donc, la question du travail et des métiers à l'ère de l'industrie du futur. Je voudrais rappeler quand même aussi 3 grands points qui me paraissent importants pour aborder cette question. Le premier point est en relation avec l'automatisation. Industrie du futur, on pense souvent à plus d'automatisation, plus de systèmes autonomes. Ça ne signifie pas moins d'hommes et de femmes dans les usines. Au contraire, nous aurons toujours besoin de personnel pour les piloter, pour les maintenir et surtout pour les faire évoluer compte tenu de l'évolution très rapide des technologies numériques. Le second point qui me semble très important sur ces questions, c'est celui des technologies numériques et de production avancée qui transforment les manières de travailler. Et en soi, ces technologies n'ont pas de déterminisme particulier. Ce sont les usages que l'on en fera qui créeront des conditions favorables ou défavorables aux hommes et aux femmes qui travailleront dans ces environnements. Donc, c'est aussi à l'industrie de se saisir de ces questions directement sur le terrain. Le troisième point qui me paraît très important, c'est que les métiers traditionnels de l'industrie changent et de nouveaux métiers apparaissent. Si on prend le cas maintenant assez classique de la maintenance, des métiers de la maintenance, on voit effectivement des techniciens et des ingénieurs qui vont se servir des données collectées sur les machines pour effectuer des analyses et anticiper donc les pannes et les réparations à faire. Donc ça, c'est une première transformation d'un métier, on va dire, classique de l'industrie. Ça s'accompagne en fait de nouvelles configurations de travail dans lesquelles, par exemple, si on reprend l'exemple de la maintenance, on va avoir un ingénieur expert spécialisé à distance qui va accompagner via évidemment des technologies numériques un technicien de maintenance en atelier pour effectuer ses réparations, sa maintenance sur place. Donc c'est un nouveau couple de maintenance qui s'installe dans les entreprises. Donc ces nouvelles manières de travailler requièrent donc de nouvelles compétences. Quelles sont ces compétences? Aujourd'hui, on a identifié 3 grands types de compétences pour l'industrie du futur. Le premier type de compétences sont des compétences techniques, on va dire expertes, pour concevoir, fabriquer et maintenir des systèmes complexes. Donc, elles vont être en relation avec de l'informatique poussée et de l'intelligence artificielle. Le deuxième type de compétences, qu'on dit les compétences hybrides, parce qu'elles associent aux compétences métiers classiques des compétences numériques expertes, que l'on a vu dans le premier type de compétences, pour justement piloter ces installations complexes. Elle s'accompagne d'un troisième type de compétences qu'on dit transversales, qui regroupe des compétences numériques de base, savoir se servir d'un ordinateur, c'est quand même indispensable aujourd'hui dans n'importe quelle organisation, mais effectivement, ce n'est pas forcément partagé par tous les personnels. Donc, ce sont les compétences numériques de base, des compétences dites cognitives, qui vont être plus en relation avec la résolution de problèmes ou ce qu'on appelle apprendre à apprendre, c'est-à-dire la capacité à continuer cet apprentissage sur le long terme. Et puis, les fameuses soft skills, qu'on dit sociales et situationnelles, qui vont plutôt être focalisées sur les questions de leadership, les questions de travail en équipe, les questions d'autonomie pour des interactions beaucoup plus poussées entre les différentes fonctions de l'entreprise.
Ces nouvelles manières de travailler avec ces nouvelles compétences associées nécessitent de se former autrement. C'est le troisième volet de cet aspect travail dans l'industrie du futur qui évolue très rapidement ces dernières années. Donc, on a tout d'abord des approches pédagogiques beaucoup plus différenciées. Elles se caractérisent notamment par des apprentissages pluridisciplinaires qui vont combiner des savoirs fondamentaux, c'est-à-dire les disciplines scientifiques sur lesquelles ces métiers sont basés, mais également des compétences plus spécifiques en lien avec le secteur d'activité ou avec évidemment le métier précisément. Et puis, c'est des savoirs plus transverses, notamment en innovation et en entrepreneuriat, qui sont des aspects de plus en plus développés dans les formations. Autres types d'apprentissage qui se développent sont des apprentissages basés sur la résolution de problèmes de manière collaborative, c'est-à-dire en groupe, et qui vont s'appuyer sur les nouvelles compétences, les nouvelles technologies numériques, que sont par exemple la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Troisième type d'apprentissage, des apprentissages basés beaucoup plus sur des cas réels, avec des équipements à l'état de l'art, ce qui était moins le cas auparavant, notamment à cause du coût des investissements dans les établissements de formation. Mais c'est aussi des choses qui évoluent. Et enfin, des apprentissages qui sont conçus avec les industriels et chez les industriels. On va le voir dans le slide suivant avec deux exemples de ces nouvelles approches pédagogiques. Par ailleurs, l'industrie du futur, ce sont donc des technologies qui évoluent très rapidement, qui sont complexes et qui évoluent très rapidement. Donc, il est nécessaire de se former tout au long de la vie, donc d'acquérir de nouvelles compétences. Comment, sur quelle base, en fait, ces nouvelles compétences peuvent-elles être acquises? Donc, en développant des possibilités d'apprentissage sur site industriel, ce qu'on appelle on-the-job training, qui sont des aspects qui sont moins courants aujourd'hui, mais qui vont se développer dans la décennie qui vient, avec des formats beaucoup plus courts, à la fois théoriques et pratiques, contextualisés, c'est-à-dire, si je donne un exemple, on va se former bien sûr sur l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle appliquée à des cas précis ou alors au moins à des secteurs d'activité définis, et également des formats qui sont plus personnalisés en fonction du niveau de la personne et de son projet. On va le voir dans le slide suivant également. Ce sont aussi la possibilité de pratiquer sur des équipements industriels accessibles à distance. Donc ça demande des infrastructures numériques beaucoup plus importantes, mais qui sont en cours de développement et qui arrivent aujourd'hui dans les établissements universitaires et qui vont être accessibles, bien sûr, sur des supports numériques mobiles de type tablette ou téléphone pour pouvoir effectivement effectuer ces formations, j'allais dire, chez soi, dans les transports en commun, en tout cas de manière déportée. Donc, si on voulait illustrer ces nouvelles approches pédagogiques, j'en ai en tout cas sélectionné deux aujourd'hui qui me semblent très importantes et qu'on voit se développer de manière très forte en France et en Europe. Le premier, c'est le concept qu'on appelle le Teaching Learning Factory. La Learning Factory, c'est une situation qui permet aux étudiants d'appréhender sur site académique le milieu industriel réel et ses problématiques avec des équipements à l'état de l'art. Donc, c'est la reconstitution en fait, d'ateliers industriels sur site académique avec toujours des cas réels, des problématiques industrielles réelles. La Teaching Factory, on déplace la formation sur site industriel en mettant à profit les savoirs académiques qu'on apprend évidemment à l'école pour la résolution de cas industriels réels. Alors aujourd'hui, il existe déjà plusieurs formules dans les universités et dans les centres de formation où on voit des étudiants se déplacer sur site industriel pour une période, j'allais dire, limitée, mais quand même assez conséquente. Donc, ces deux concepts, évidemment, demandent un partenariat et un rapprochement fort entre le monde académique et le monde industriel
pour progresser sur ces nouvelles approches pédagogiques. Le deuxième type d'exemple de nouvelles approches pédagogiques que je voulais vous proposer, ce sont ces plateformes d'apprentissage personnalisées. Donc, ce sont des modules de cours théoriques et pratiques, on l'a dit, dédiés au manufacturing et accessibles en ligne. Donc, il existe plusieurs types de plateformes aujourd'hui en France et en Europe, elles commencent à se développer aussi fortement. Elles sont en anglais, mais elles seront accessibles évidemment partout dans le monde, y compris donc de France. La spécificité aujourd'hui de ces plateformes d'apprentissage, c'est qu'elles, à l'aide de techniques d'intelligence artificielle, elles permettent la construction de parcours personnalisés à partir du profil de l'apprenant et en fonction de son projet professionnel. Donc ça, ce sont vraiment des évolutions très fortes, mais c'est des innovations aussi très importantes dans les approches, les nouvelles approches pédagogiques. Ça ne signifie pas qu'il n'y aura plus d'enseignants, mais en tout cas, ça sera des parcours beaucoup plus personnalisés, donc beaucoup plus attractifs pour les étudiants et pour les personnes en formation continue. Donc, pour conclure sur ces aspects travail, métier, compétences et formation dans l'industrie du futur, ce qui me semble important de se rappeler, c'est que les évolutions qui sont en cours dans le monde de l'industrie sont en train de s'accélérer. La situation sanitaire du Covid, vous l'avez vu et on le constate tous les jours, a évidemment beaucoup challengé le monde industriel. Il va continuer à le faire. Donc, il faut absolument que les entreprises se saisissent en fait de ces évolutions, de ces transformations. En tout cas, essayent d'accompagner au mieux possible les transformations des métiers. On va dire classiquement de 3 manières, en considérant mieux le travail et l'organisation dans les projets technologiques qui sont mis en œuvre dans les ateliers, dans les entreprises, en anticipant les besoins en compétences nouvelles et enfin en renforçant les partenariats avec les acteurs de la formation, à la fois en formation initiale, mais également en formation continue. Voilà. Après cette présentation assez brève, mais en tout cas, je l'espère intéressante pour vous, je vous remercie de votre attention et je répondrai à toutes vos questions. Donc, merci Valérie pour cette vidéo. Je souhaiterais passer la parole à Stéphanie Pernaut-Baudon pour peut-être compléter son intervention de tout à l'heure au regard des vidéos qu'on a pu partager et donc apporter un complément. Oui, merci beaucoup. Peut-être vous donner quelques exemples de dispositifs qu'on a mis en place en région justement sur les formations. Alors, si cette crise sanitaire a eu un avantage, c'est peut-être celui de nous faire découvrir que les formations en distanciel pouvaient avoir un intérêt et en tout cas, elles pouvaient être en capacité de compléter l'ensemble des dispositifs qui existaient jusqu'alors. Cette crise sanitaire, en tout cas nous, à l'occasion du premier confinement, a obligé nos centres de formation à passer en distanciel et à clairement innover très rapidement pour ceux qui ne l'avaient pas fait dans leur façon de former. Alors, c'est finalement un mal pour un bien. Qu'est-ce qu'on en retire aujourd'hui? Par exemple, suite aux décisions de reconfinement partiel, on a beaucoup de centres de formation qui étaient prêts beaucoup plus vite et qui ont choisi de garder le distanciel dans leur modalité de formation, ce qui n'avait pas été envisagé pour certains juste avant le 15 mars dernier. Donc, ça veut dire qu'enfin, cette crise permet de démontrer qu'on peut avoir confiance au distanciel et qu'on peut l'utiliser justement pour former mieux et former de façon individuelle. Nous, on l'a mis en place sur le e-learning, où on a beaucoup de formations aujourd'hui en e-learning qui sont proposées. Et puis, on a mis en place aussi un appui aux jeunes sur l'utilisation des outils numériques parce que parfois, on va un peu trop vite à penser qu'un jeune, parce qu'il est jeune, sait utiliser les outils numériques. Et à contrario, quelqu'un qui est plus vieux n'y arrive pas. Et ce n'est pas tout à fait le cas, en fait. La pratique d'un smartphone n'est pas forcément la gestion d'une formation à distance ou même d'ailleurs la consultation d'une boîte mail sur Internet. Donc, on a mis en place des possibilités d'accompagnement de tous les jeunes, que ce soit en formation initiale ou en formation professionnelle,
pour qu'ils puissent avoir accès à ces outils numériques, se former et correctement les utiliser dans un but finalement plus tard d'avoir possibilité d'être formés en distanciel et en présentiel suivant ce qu'ils souhaitent faire. Et puis dans le cadre de l'agence de l'orientation que nous avons mis en place avec la région et le rectorat, on a mis à disposition, il vient de partir lundi dernier, donc hier, un bus de l'orientation. En fait, on en a plusieurs. Ces bus fonctionnent par secteur d'activité et vont sillonner l'ensemble de la région et de nos départements et s'arrêter dans les collèges de nos départements pour présenter un ou plusieurs secteurs d'activité, mais sous une forme, c'est ce qu'on vient d'entendre pour l'instant, là c'était sur de la production, mais là c'est plutôt pour de la découverte des métiers, sous une forme très concrète, c'est-à-dire que ce sont vraiment des plateaux techniques qui sont présentés aux jeunes et ils ont une opération technique à faire, parfois ils peuvent même réaliser des objets, c'est pas du tout quelqu'un qui s'assoit en face d'eux et qui leur parle pendant un quart d'heure du métier de chaudronnier par exemple, quoi. Et ça c'est quelque chose auquel on croit beaucoup, mixer finalement le distanciel pour avoir des formations coûts humains, pour aussi correspondre à la vie des personnes formées. Vous n'avez pas la même vie quand vous avez 15 ans, quand vous en avez 40, mais vous avez le droit d'être formé de la même façon. Mais quand même, à un moment donné, rencontrer le monde économique, rencontrer les professionnels du métier que vous apprenez et toucher un peu à ce que vous souhaitez faire ou pas d'ailleurs. Vous avez encore une fois le droit de vous tromper et de vous dire que finalement, ça ne vous intéressait pas. Donc oui, nous aussi, on travaille sur le distanciel, sur l'e-learning parce qu'on pense évidemment que c'est très important. Et puis, ça permet aussi d'adapter les niveaux. Vous avez aujourd'hui des gens sur des formations qui n'ont pas besoin ou très peu besoin de rencontrer quelqu'un physiquement pour suivre une formation, pour travailler. On a l'exemple, par exemple, sur le code de la route. Pour les jeunes qui passent le permis de conduire, vous en avez, ils n'ont pas besoin de rencontrer quelqu'un, ils s'entraînent seuls, ils le réussissent, etc. Donc, le e-learning peut nous permettre aussi d'adapter des niveaux et d'avoir des politiques de formation qui sont différentes les unes des autres, mais qui ont pour un seul objectif commun, qui est la réussite des personnes en formation. Donc, nous, on finance cela. On finance la rencontre du monde économique avec les jeunes le plus tôt possible pour qu'ils entendent un discours qui est un discours qui se complète au discours qu'ils peuvent entendre au sein de l'éducation nationale. Et puis enfin, dans les formations que nous finançons, on a aujourd'hui une vraie latitude pour que les centres de formation nous proposent des formations innovantes, c'est-à-dire qui correspondent exactement au public qu'ils ont en face d'eux. Et on s'est donné les moyens de pouvoir accepter des formations qui ne rentrent pas dans les critères tels qu'ils existaient auparavant. Et je crois que c'est une liberté, ça laisse une chance à des publics qui ne seraient pas venus dans certains métiers de pouvoir se former et de connaître des secteurs d'activité sur lesquels ils ne seraient jamais allés. Merci Stéphanie pour ce complément. C'est vrai qu'on voit finalement on boucle bien, on va dire, la boucle entre la présentation qui a été faite tout à l'heure par Françoise avec des nouvelles attentes, du coup ces nouvelles formes de formation et puis ces réponses qui peuvent être portées par les uns et les autres. Je rebondis là, on a une question sur le chat. Sur comment mettre en place une gestion, alors je dirais, c'est marqué une gestion des compétences, on peut peut-être aussi ajouter une gestion dynamique des compétences. Question, alors j'imagine que tous les intervenants peuvent réagir, peut-être Françoise pour dire un mot, et puis on poursuivra avec Eric. Alors, en fait, la gestion dynamique des compétences a été très bien décrite tout à l'heure. Elle repose sur la prévision. La difficulté peut-être aujourd'hui, c'est ça, c'est que l'impact est tellement violent, tellement rapide, qu'on est en adaptation continue et constante. Et je n'ai pas de réponse magique, mais je crois quand même qu'il y a une piste. Dans la métallurgie, on a eu, dans notre malheur, de la chance d'avoir beaucoup de dispositifs d'aide de la part de l'État. La PLD, le dispositif ARM, c'est-à-dire tous les dispositifs liés au chômage partiel et au FNE formation qui actuellement en tout cas permet aux salariés de se former. Et ça, on ne peut qu'inciter les entreprises, y compris les PME, à s'en saisir un maximum parce que plus on forme les gens, même pendant cette période difficile, et tout ce que vous avez dit, c'est de l'opportunité pour se former est bénéfique. S'habituer au numérique, s'habituer à pratiquer. Ce qu'on fait en ce moment,
Moi, j'apprends. La semaine prochaine, j'aurai quelque chose, une table ronde où on monte sur scène en live de manière numérique. J'apprends. Voilà. Et pourtant, j'ai un peu plus de 50 ans. Donc, et on apprend en continu et c'est valorisant et c'est peut-être déstabilisant, mais c'est peut-être ce qu'il faut que les employeurs encouragent chez les salariés. C'est la formation la plus continue possible pour pouvoir être employable et prendre le poste qui viendra demain ou qui est déjà en train d'apparaître sur son lieu de travail. Eric, vous souhaitez apporter quelques compléments? Oui, je disais, j'ai juste rajouté deux, trois petites remarques complémentaires. C'est dans le fil de l'esprit de ce que je disais tout à l'heure dans le petit passage que vous avez déjà montré. Moi, je crois beaucoup qu'il faut compter sur le personnel qui est déjà en place. Parce que à trop vouloir brusquer les changements, on risque de casser, de détruire beaucoup de choses invisibles qui existent dans l'entreprise. Donc, si on veut s'appuyer sur les personnes déjà en place, ça veut dire que quand on construit le plan, on va se dire évidemment, on va essayer de dire, tiens, il nous faudra tant de personnes de telles compétences dans tel domaine, etc. Ça, c'est très abstrait. Il faut très, très vite mettre des noms dessus. Et en fait, après, c'est comme tous les plans, il faut du temps pour les mettre en place, il faut commencer par un bout et finir par un autre. Donc la question très pragmatique devient par où on commence. Et plus exactement, puisqu'on a mis des noms, par qui on commence. Alors, j'essaie de rassembler, je vous ai dit 2-3 idées, que j'ai entendues d'ailleurs parmi les différentes personnes qui sont dans la table ronde. Il y a une question de gestion des connaissances, il y a une question de capitalisation des connaissances, il y a une question d'apprentissage sur le tas par essai-erreur, il y a une question d'apprentissage permanent, ça c'est même la toute dernière remarque qui vient d'être faite il y a une minute. Moi, je crois que, bien entendu, il faut aller à des stages et c'est tout à fait utile. Mais on apprend sur le tas. On apprend quand on fait, on apprend quand on monte sur le vélo, on apprend quand on saute dans la piscine. Donc, on apprend en situation. Alors, ça veut dire, qu'il y a des personnes qu'on va identifier parce que c'est pas qu'elles apprennent plus vite ou qu'elles sont plus intelligentes que les autres, c'est pas la question. La question, c'est que ces gens-là vont être plus polyvalents que d'autres. C'est que ces gens-là vont être capables de réexpliquer à leur tour. Je ne sais pas si vous avez utilisé dans les différentes entreprises dans lesquelles vous travaillez un petit code très simple où on note, il suffit de faire un petit rond blanc et puis après on met un quart noir, puis 2 quarts noirs, 3 quarts noirs et à la fin on a 4 quarts noirs et le petit rond il est devenu noir. En fait, quand on commence à zéro que le petit rond est blanc, ça veut dire je suis complètement débutant, j'y connais rien. Quand on met un petit quart, ça veut dire on m'a expliqué la théorie, j'ai étudié, bon, mais c'est tout, je connais les principes, je connais les concepts, j'ai appris, c'est tout, ma connaissance est livresque, théorique, voilà. Après, on met un deuxième petit carré noir, donc on a un deuxième petit quart noir, donc on a un petit rond à moitié blanc, à moitié noir, qui veut dire, là, maintenant, moi j'ai commencé à pratiquer, je me débrouille, mais enfin, je ne suis pas complètement autonome. Après, on met 3 quarts. Là, on dit maintenant, je suis complètement autonome, je sais super bien faire, je me débrouille tout seul. D'ailleurs, il y a même des trucs que je sais faire que la plupart des autres gens ne savent pas faire. Et puis, pour finir, et pour être complètement noir, il faut passer encore à la dernière étape qui est « et maintenant, je suis capable de l'expliquer aux autres ». Alors, que vous adoptez mes petits ronds ou pas mes petits ronds, que vous notiez de 1 à 4 ou de 1 à 5, ou je m'en fiche. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne sait bien que quand on a pratiqué, on ne sait bien que quand on n'a plus besoin de supervision, et on ne sait bien la pierre de touche qui permet de dire je suis au bout, c'est je suis à mon tour capable d'expliquer aux autres. Vous mariez ça avec le fait que vous allez développer, pour faire face à une incertitude, vous ne savez pas très bien ce qu'il faut faire, ben vous allez former des gens qui vont être de plus en plus polyvalents. Et comme ça, si ce n'est pas une branche, ils se raccrocheront à l'autre. De toute façon, ils savent faire plein de choses. Ils sauront de toute façon se rendre utiles. Et vous rajoutez ça à des projets, à une sorte d'apprentissage collectif. J'ai entendu il y a quelques minutes l'expression apprentissage organisationnel, entreprise apprenante, apprentissage collectif. En fait, on apprend non seulement en faisant,
Mais on apprend à plusieurs quand on fait des projets. Et tous les petits projets dans lesquels vous mettez en place une petite brique. Vous mettez un peu de réalité augmentée dans les entrepôts, je disais pour faire du picking, mais il y a d'autres exemples, hein, ou pour faire de la maintenance. Vous commencez à faire un peu de suivi, alors si c'est vraiment très important, appelez ça du big data, si c'est un peu moins important, dites que vous faites un peu du Six Sigma avec des capteurs sur les machines. Je m'en fiche, c'est la même chose. Hein. Mais vous commencez avec des petites briques comme ça, des petits projets, plein de petits projets. Appelez ça des prototypes, des démonstrateurs, des projets exploratoires, des proof of concept ou tout ce que vous voulez. Je ne suis pas attaché aux mots. On peut employer n'importe quel mot pourvu que ça veuille dire la même chose. Et ces petits projets concrets, modestes, vont être des occasions d'apprentissage pour des personnes qui vont devenir plus polyvalentes et qui, à leur tour, vont aller former leurs collègues. Si vous commencez, c'est un problème de tâche d'huile. Vous ne pouvez pas commencer par les gens qui apprennent le moins vite, qui sont les moins motivés ou qui sont les moins à l'aise. Commencez par les gens qui sont les plus à l'aise et ça fera tâche d'huile derrière. Alors, si vous avez d'un côté des formations extérieures, hein, où on prend le temps de sortir de l'entreprise pendant une journée, plusieurs journées, pour aller, on va dire, apprendre des bases, apprendre des choses solides, mais un peu notionnelles, un peu conceptuelles. Et en même temps, à l'intérieur de l'entreprise, vous avez cet apprentissage quasi quotidien sur le tas, en vous fondant sur les personnes les plus motivées pour apprendre plein de choses, devenir polyvalents et à leur tour réexpliquer aux autres. Et en fait, vous allez faire de la prose comme Monsieur Jourdain. Hein. Vous allez faire de la GPEC sans vous en rendre compte. Parce que je n'ai qu'une opinion, mesurée, une confiance mesurée dans les prévisions qu'on fait. On fait des prévisions, mais elles ne sont pas toujours très, très justes. Donc, on pense qu'on va avoir besoin de personnes dans le futur. Mais est-ce qu'on a besoin de ce nombre-là, de ces métiers-là, et quand exactement? Dans 6 mois, dans 1 an? La situation se chargera de nous montrer que souvent, on a eu tort. Par contre, si on a plein de gens motivés, qui apprennent très vite, et qui réexpliquent aux autres, et qui sont très polyvalents, moi, je vous parie tout ce que vous voulez. C'est que ça se fera tout seul. Ça va marcher tout seul. C'est un ancien directeur d'usine qui vous parle. Je suis un ancien directeur industriel et quand j'étais jeune, j'ai été directeur d'usine. Je l'ai fait, ça. Et je vous jure, ça marche. Alors, nous avons 2 questions posées qui sont la première question sur le quid des tuteurs. Donc, par rapport à ces apprenants, entre guillemets, qui souhaiteraient apporter un témoignage là-dessus. De nouveau, Françoise ou Valérie? Françoise? Alors, la formation des tuteurs et des maîtres d'apprentissage, parce qu'il y a une petite différence, est essentielle. C'est le premier step de l'animation d'équipe parfois, mais transmettre, c'est aider quelqu'un. Le tuteur, par définition, hein, c'est le pied qui soutient le plant de tomate, c'est vraiment ça. Hein, c'est quelqu'un qui va être là, qui va aider, qui va être à côté. Et c'est jamais à négliger. C'est la réussite de celui qui apprend, qu'il puisse. À quoi ça sert en fait? Ça sert à celui qui apprend à mieux apprendre, à pouvoir dire quand il sait pas, à oser le dire, ce qu'il ne fera pas forcément avec son N+1. Essentiel le tutorat. Merci Françoise. Également dans les commentaires, un lien entre la question de la gestion des compétences et l'employabilité. Alors peut-être Isabelle, avec une vue terrain, est-ce que vous pourriez apporter un commentaire, si ce n'est une réponse, quoi, ou une piste? Alors, bien sûr, la gestion des compétences avec tout ce qui vient d'être dit, vous comprenez bien que c'est comment faire grandir en compétences ou en capacité d'apprentissage, parce que moi, je crois beaucoup aussi en même temps qu'on développe les compétences, on développe la capacité à apprendre d'autres choses et donc à s'ouvrir à d'autres domaines techniques, à d'autres métiers, à d'autres
façons de raisonner, à d'autres, voilà, ça peut être d'autres, plein de choses, quoi. Je veux dire, derrière le d'autre, on peut mettre plein de qualificatifs. Derrière ça, il y a évidemment la possibilité pour les personnes de l'organisation de développer des compétences qu'elles pourront réutiliser dans d'autres secteurs de l'industrie, dans d'autres métiers, dans d'autres... Alors là, je vais vous donner un exemple personnel. Moi, à la base, je suis ingénieure en électronique. J'ai travaillé pendant 20 ans dans le secteur de l'électronique et puis voilà, un beau jour, je me suis dit c'est chouette, mais j'ai déjà vu beaucoup de choses dans l'électronique, j'ai envie d'aller faire autre chose. Et là, j'ai rejoint le secteur médical, puisque comme vous le comprenez, Medtronic, on travaille dans le secteur médical. Et alors honnêtement, sur le site de Trévoux, il y a pas un poil d'électronique, on ne fait rien du tout en électronique, on fait des matériaux, de la chimie, de la biochimie, du biologique, enfin voilà, il y a pas un ingé électronicien dans mes équipes. J'ai rejoint le secteur de la santé sur la base de connaissances en gestion de projet. Là, on voit un petit peu ce que disait tout à l'heure Monsieur David sur le fait que des compétences transversales, j'ai entendu aussi dans l'autre, dans la présentation de Madame Rocky, il me semble. Voilà, en gestion de projet, j'avais développé et une certification de gestion de projet. Ça avait plus c'était plus nécessairement dédié au secteur de l'électronique. Je l'ai appliqué au secteur de la santé et ça m'a permis de regrandir à nouveau dans mon rôle au sein de Medtronic. Merci Isabelle. Donc on s'achemine vers la conclusion. Peut-être Valérie, un petit mot de pré-conclusion ou de commentaire. Oui, une pré-conclusion. Alors moi, je voudrais quand même insister et revenir en même temps sur la présentation de Françoise Diard et sur les grands défis qui ont contribué à structurer donc cet accord-là, si j'ai bien compris. Le risque, en fait, aujourd'hui, sur les innovations technologiques et sur l'automatisation, c'est ce qu'on appelle la polarisation de l'emploi. Et le fait d'être focalisé uniquement sur les gens, enfin, sur les métiers évidemment qualifiés, avec de fortes compétences techniques, et donc du coup de focaliser les formations sur ces profils-là. Et de laisser de côté, en fait, tout un pan de travailleurs, de salariés, qui vont perdre en compétences, qui vont se déclasser et dont on va avoir ensuite un certain nombre, évidemment, de soucis. Je ne veux pas citer le mouvement qu'on a eu depuis 2 ans, mais il en fait, c'en est une émanation et un fort symptôme. Donc, il faut, je crois, ne pas laisser de côté l'aspect technique et des qualifications techniques. C'est extrêmement important dans les évolutions qui viennent. Mais il faut aussi accompagner fortement les opérateurs moins qualifiés, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, parce qu'effectivement, il n'y a pas forcément, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on est forcément plus à l'aise avec les technologies numériques, mais il faut absolument former ces gens-là. Et on sait que les dispositifs de formation ratent complètement ces profils-là et se focalisent sur les gens qui sont déjà qualifiés. Donc, il faut vraiment aussi accompagner les non qualifiés. Et je voudrais aussi insister sur un autre point. Sur pas mal d'enquêtes, elles sont un peu construites de manière différente, mais la formation numérique de base, aujourd'hui, il y a 60% des salariés qui ne l'ont pas dans les pays de l'OCDE. Donc, je pense qu'on a aussi une marge pour accompagner ces personnels-là, et je sais que dans les entreprises, il y a des difficultés pour ensuite passer à des niveaux de compétences plus élevés. Voilà, les 2 points sur lesquels je voulais revenir par rapport à la présentation de Françoise Diard. Merci Valérie. Donc, c'est le moment de conclure. Donc, pour conclure, l'impact humain 4.0 n'est donc pas à négliger et doit être anticipé par les organisations. Les défis à relever sur l'anticipation des compétences nécessaires, sur la formation des collaborateurs et sur la conduite du changement, ça a été évoqué aussi à mi-mot, sont cruciaux pour profiter pleinement d'une transformation 4.0. Donc, merci à tous les intervenants pour leur éclairage aiguisé,
pour leur passion, pour la richesse des échanges. Merci également aux participants du webinaire. Donc, après la session d'introduction du sommet, comment la pandémie de la Covid-19 révèle les leviers et les limites de la digitalisation de l'industrie. Puis aujourd'hui, donc, la session intitulée « Quelles évolutions dans les métiers, quels impacts humains ?» Demain sera traitée, donc demain mercredi, en quoi les technologies 4.0 permettent d'adapter la chaîne de valeur dans les situations de crise. Jeudi, donc, nous aborderons les nouveaux marchés, les nouvelles formes de collaboration pour répondre à la question qui va pérenniser et comment. Vendredi, nous ferons un focus sur les nouvelles technologies disponibles en formation et visite virtuelle des installations de la FPMA, pôle formation de l'UMM de l'Ain, qui, bien entendu, est acteur de tout ce qu'on a pu entendre tout à l'heure en s'adaptant sur les questions d'individualisation, notamment de mixed learning, et même si l'individualisation par les IFTI sont déjà bien présentes au sein du pôle formation de la FPMA. Donc rendez-vous demain, même heure, même lieu. Merci à tous.